C'est quoi encore ce délire? Une créature gluante qui sort d'un œuf géant, te chope la tête avec ses 8 doigts de l'enfer, te colle une trompe dans la gorge pour te pondre un bébé alien? Et ensuite, quelques heures plus tard, ce bébé défonce littéralement ta cage thoracique. C'est un genre d'accouchement à l'envers et je pense pas que t'aies le droit à une péridurale pour ça. Bienvenue dans la saga Alien. Et comme d'hab dans Biociné, on va voir si la science, la vraie, elle pourrait accoucher, sans mauvais jeu de mots, d'un beau bébé comme ça. Parce qu'entre les parasites, la mutation accélérée, une IA qui fait des expériences dans sa cave et le sang acide, on a un joyeux bordel scientifique à disséquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, le premier Alien date de 1979, réalisé par Ridley Scott, le mec qui a aussi pondu Blade Runner, Seul sur Mars, Gladiator, un mec chaud quand il en a envie et parfois moins chaud récemment. Le film est immédiatement culte, notamment grâce au design du monstre effectué par H.R. Giger, un artiste suisse très chelou, obsédé par les tuyaux, les squelettes et les trucs vaguement sexuels qu'on n'a pas envie d'expliquer à sa mère. Après la sortie du premier, on nous a sorti toute une saga au style complètement varié. Le premier film, c'est de l'horreur pure, un slasher dans l'espace. Le deuxième, Aliens, avec un S, réalisé par James Cameron, le papa d'Avatar, Terminator ou Titanic, passe en mode guerre avec des Marines bourrés de testostérone. Le troisième, Alien 3, va vers une angoisse carcérale réalisée par David Fincher, le mec de Seven, The Social Network et Fight Club. Donc ouais, on nous propose que des grands crus pour faire ces films. Le quatrième, on n'en parle pas trop, ni les Aliens vs Predator. Et puis il y a Prometheus et Alien Covenant, où le réalisateur originel est de retour pour deux préquels, où on abandonne un peu le xénomorphe pour aller triper sur des ingénieurs divins, de la bio-ingénierie glauque et un robot philosophe qui fait des croquis de fœtus. Enfin, Alien Romulus, sorti l'an dernier, repart au style de l'original, et une série, Alien Earth, produite par le génial Noah Hawley, qui a réalisé la série Fargo et Légion, et qui sort ce mois-ci. À ce stade, c'est plus une saga, c'est un colloque de biologistes fous organisé par un département design un peu trop inspiré. Alors, est-ce que tout ça, c'est juste du grand n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a un fond de vérité biologique derrière les aliens qui pondent dans ton ventre? Et spoiler, c'est un petit peu des deux. Commençons par la base. Ça, c'est un xénomorphe, le fameux alien. Le nom c'est simple, ça veut dire forme étrangère. Et vous avez le droit d'être xénophobe envers eux. Ces xénomorphes, ils ont un cycle de reproduction très bordélique, c'est un cauchemar à plusieurs étages. Une sorte de biologie Ikea façon démoniaque, où chaque pièce te tue d'une manière différente. Tout commence par un œuf gluant, vivant, qui reste fermé tant qu'il n'y a rien autour. Et dès qu'un pauvre type s'approche, il s'ouvre, comme une fleur carnivore ou une huître malveillante. Et là, si t'es un mec random dans le film, normalement tu vas regarder l'intérieur de l'œuf, c'est pas louche du tout, pas vrai? De là sort le facehugger. Le nom est explicite, il prend ta face et lui fait un hug. Ça a l'air gentil comme ça, mais en vrai, il te plaque au sol, te bouche la bouche, t'empêche de respirer normalement, et surtout il t'enfonce une espèce de tuyau dans la gorge. Le but, c'est de déposer un embryon, un petit alien bien au chaud directement dans ton corps. Et pendant tout ce temps, il te maintient en vie, il t'oxygène, il te nourrit même peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, tu fais un petit dodo pendant qu'il te transforme en couveuse. Ensuite, le facehugger, il tombe raide, il a fini son taf, il crève, et toi tu te réveilles. Tu crois que c'est fini, tu tousses un peu, t'as mal au bide, mais ça va. Sauf que non. Parce qu'en réalité, t'as un alien dans la poitrine. Un embryon de xénomorphe qui a commencé sa croissance. Et qui à un moment donné décide que le bail est terminé. Et là, explosion thoracique, il sort, il déchire ton sternum, il traverse tes côtes, il hurle comme un violon mal accordé et il se barre sans même te dire ni bonjour ni au revoir. Et dans les heures qui suivent, ce machin minuscule devient un adulte de 2 mètres, noir, blindé, avec une queue tranchante, une mâchoire dans la mâchoire et zéro compassion. Mais le cycle il s'arrête pas là, parce qu'il en faut d'autres. Il faut que ça se reproduise. Et pour ça il faut des œufs. Et les œufs ils viennent de la reine. La reine alien c'est une pondeuse, une machine à œufs. Elle a une morphologie encore plus flippante, une sorte de couronne d'os, une poche géante qu'elle traîne derrière elle, pour fabriquer des dizaines, des centaines d'œufs, et parfois un xénomorphe normal peut devenir une reine, ou alors les œufs apparaissent tout seuls parce que le scénario en avait besoin. Bref, c'est pas toujours clair, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le cycle continue. Bon, déjà, le cycle en lui-même, c'est un sacré tas de conneries biologiquement. Principalement sur la vitesse de développement. Juste quelques heures. Même une mouche, elle a un développement plus lent que ça. Et elle a pas besoin de sortir du sternum de quelqu'un pour vivre sa meilleure vie. Déjà, le facehugger, on va pas se mentir, c'est un délire en soi. Le machin te saute à la gueule, te plante un tube dans la gorge, t'endort, te gave d'un embryon, et il se barre comme si de rien n'était. Aucun rejet immunitaire, aucune trace, tu peux reprendre ton shift dans l'espace tranquille. Mais bon, admettons. Puis t'as le chestburster qui sort littéralement des entrailles du type, après avoir grandi dans son thorax. Et là, la grande question c'est, il grandit comment? Avec quoi? Le mec infecté, il a pas fondu, il a pas maigri, il a pas vu son foie se faire digérer de l'intérieur. Et une fois qu'il sort, hop, en 2 ou 3 heures, t'as une créature de 2 mètres. Sans manger. C'est-à-dire que le machin, il se développe à la vitesse de Sonic, sans apport nutritionnel. Pas un encas, pas un petit grignotage intestin, pas une perf. Le problème, c'est qu'en biologie, pour grandir, ça coûte cher. Il faut des protéines, des lipides, des glucides, des sels minéraux, et même les champignons les plus speed de la planète, ils mettent plusieurs jours à se développer. Et là, on parle d'un alien de 2 mètres, avec un exosquelette, des dents en acier et une queue capable de se trancher en deux. Donc non, la croissance sans bouffe, sans métabolisme visible, sans même un petit rot de digestion, c'est non. Mais bon, s'il prenait 1 an à pousser, caché dans les canalisations, ce serait pas très fun pour le film.
Mais il y a un autre truc qui rend le xénomorphe encore plus flippant. Il change, il s'adapte, il évolue. Et pas en mode sur quelques générations, en temps réel. Dans Alien 3 par exemple, l'alien ne sort pas d'un humain mais d'un chien. Il a pas la même gueule. Il est plus rapide, il court à quatre pattes, il a un comportement différent. Dans d'autres versions, dans les BD et les autres films, des xénomorphes serpentins, des xénomorphes gorilles, des xénomorphes prédateurs, et à chaque fois, la créature elle garde sa structure de base, mais elle absorbe les caractéristiques de son hôte. Et là, on commence sérieusement à parler d'un délire qui frôle l'évolution dirigée. Parce que normalement, en biologie, l'évolution c'est pas un truc qui se passe pendant ta croissance. C'est un processus lent, progressif, qui est basé sur des mutations génétiques au hasard, la sélection naturelle, la transmission à la génération suivante. En gros, une mutation t'apporte un avantage ou un désavantage, tu te reproduis, il y a une sélection et des changements d'espèce sur des millénaires. Pas tiens, j'ai pondu dans un chien donc je suis devenu un molosse de l'espace. Ce que fait le xénomorphe, c'est pas une évolution au sens darwinien, c'est un autre concept, la plasticité phénotypique. C'est la capacité d'un organisme à modifier son apparence ou son comportement en fonction de son environnement, sans changer son ADN. Par exemple, un caméléon qui change de couleur ou un bébé humain qui apprend à parler français ou japonais en fonction de là où il naît. Mais le xénomorphe, lui, c'est pas juste « je m'adapte à la température ambiante », c'est une forme de programmation génétique adaptable. Un embryon qui lit ton code génétique comme un manuel Ikea. Ok, on est dans un chien, étape 1, retirer les pouces, étape 2, améliorer la vitesse, étape 3, grogner plus fort et bam, alien version caniche. Donc autant te dire que dans le monde réel, ce genre d'évolution éclair, ça n'existe pas. Même chez les virus qui mutent super vite, l'adaptation elle prend du temps. Même les bactéries, avec leur cycle de reproduction ultra rapide, elles ont besoin de plusieurs générations pour devenir résistantes à un antibiotique. Il existe bien quelques cas rigolos dans la nature de parasites qui modifient leur forme ou leur comportement selon leurs hôtes. Par exemple, le ver plat Schistocephalus solidus change de forme quand il passe du poisson à l'oiseau, mais à aucun moment il analyse leur hôte pour devenir une version optimisée de celui-ci. Ils suivent un cycle fixe qui a évolué sur des millions d'années. Ils ne réécrivent pas leur morphologie en fonction du client. Ça, c'est juste impossible. Aucune espèce connue sur Terre n'en est capable. Donc bon, ça commence mal pour la cohérence. Mais des parasites chelous, ça existe, non? Et t'as totalement raison. La nature, elle aussi, elle a ses petits aliens. Donc prépare-toi pour la galerie des monstres. Commençons par les guêpes parasitoïdes. Prenons Glypta penteles par exemple. Cette guêpe, elle pond ses œufs directement dans une chenille, en y injectant au passage un cocktail biochimique, des protéines immunosuppressives et des virus mutualistes s'appelés polydNA-virus. Le rôle de ces virus, c'est de court-circuiter les défenses immunitaires de la chenille. Résultat, les œufs sont bien au chaud, à l'abri, et ils peuvent se développer tranquillement. Les larves grandissent en mangeant les tissus de leur hôte, mais de façon chirurgicale. Pas touche au cœur, pas touche au système nerveux, juste les muscles, la graisse et les organes secondaires. Et quand elles ont terminé leur formation, elles sortent à travers la peau, proprement organisées. Et parfois le plus cruel, c'est que la chenille, elle reste en vie, paralysée, et elle protège les cocons. Une sorte de garde du corps zombie, c'est les joies de l'entomologie. Mais allons un peu plus loin dans le glauque avec Toxoplasma gondii. On l'a déjà évoqué dans la vidéo sur 28 jours plus tard. Un parasite unicellulaire, un protozoaire, minuscule mais terriblement malin. Il infecte une large gamme d'animaux, dont les rongeurs et les humains. Mais il a un seul but. Atteindre le chat, car c'est uniquement dans l'intestin du chat que Toxoplasma peut se reproduire sexuellement. Ouais, c'est vachement spécifique. Alors il a développé une stratégie redoutable. Quand un rat est infecté, et le parasite migre vers son cerveau, en particulier vers des régions clés. L'amygdale qui gère les réponses émotionnelles et la peur, et l'hypothalamus qui régule l'instinct sexuel. Le résultat, c'est que le rat ne fuit plus l'odeur du chat. Au contraire, il y est attiré. Il confond l'odeur de l'urine de chat avec une odeur sexuelle. Il devient plus curieux, moins stressé, plus exposé, et donc plus facilement croqué. Et chez l'humain, Toxoplasma peut rester latent dans le cerveau pendant des années. Certaines études montrent des corrélations entre l'infection chronique et une augmentation des comportements à risque, de la prise de décision impulsive ou même des troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Et on n'a pas fini. Tu veux une créature qui a l'air tout droit sortie d'un storyboard d'Alien? Parlons de l'Eucochloridium paradoxum. Un ver plat, un trématode, un parasite avec un flair esthétique douteux, mais une efficacité redoutable. Son hôte final, c'est un oiseau, mais pour l'atteindre, il passe par un escargot. Et là, c'est du grand art. Quand l'escargot est infecté, le parasite remonte dans ses tentacules. Tu sais, les petits trucs mous qui font office dieu. Il s'y multiplie, forme des sacs pulsants, remplis de larves, qui se mettent littéralement à battre en rythme, comme des chenilles disco vertes gonflées et translucides. Visuellement, on dirait que l'escargot a deux vers fluorescents qui lui sortent des orbites. Et ça, c'est pas un accident. En gros, le parasite transforme l'escargot en panneau publicitaire ambulant. Il le pousse à sortir en plein jour sur des feuilles bien exposées. Et les oiseaux, évidemment, ils voient ces trucs qui gigotent, qui brillent et qui pulsent, et ils croient que c'est de la nourriture. Ils picorent, ils avalent les tentacules et avec eux, les larves. Le cycle est bouclé, et l'Eucochloridium atteint enfin l'intestin de l'oiseau, son hôte définitif où il peut se reproduire. Les œufs sont ensuite relâchés dans les fientes que d'autres escargots vont ingérer, et on recommence. Et pendant ce temps-là, l'escargot continue à vivre, sans yeux, mais vivant. Ce parasite, c'est pas juste de la manipulation, c'est de la mise en scène, un vrai show, une horreur visuelle, conçue pour stimuler la prédation. C'est Alien, mais en version invertébrée. Et ce genre de stratégie, la nature, elle en regorge. On pourrait penser à Cordyceps, le champignon de The Last of Us, des insectes qui pondent sous la peau, les vers solitaires et autres joyeusetés intestinales. On pourrait en parler pendant des heures.
Alors quand Alien nous montre un parasite qui s'introduit dans un hôte, modifie son comportement, se nourrit de lui de l'intérieur et émerge au moment opportun, c'est pas juste de l'horreur, c'est une version stylisée, accélérée, exagérée, mais fondée sur des mécanismes bien réels. La peur de perdre le contrôle, la peur d'être colonisé de l'intérieur, la peur d'être utilisé. Et ça c'est un truc bien ancré dans notre cerveau sur lequel les films jouent. Bon, maintenant qu'on a survécu à l'idée de se faire pondre dans la gorge et transformer en escargot vitrine, parlons d'un autre détail qui fait du xénomorphe une vraie masterclass de l'ingéniosité sadique. Son sang. Parce que oui, dans Alien, si tu blesses le monstre, c'est toi qui finis de dissous. Le moindre éclat de mâchoire arrachée, le plus petit filet de sang et c'est l'acier du vaisseau qui fond comme un gruyère au micro-ondes. Vous voyez la scène de la baignoire dans Breaking Bad? Bah c'est pareil. Le sang du xénomorphe est décrit comme une substance hautement acide capable de traverser plusieurs ponts de métal en quelques secondes. Et tout le monde se pose la même question, comment un truc vivant peut avoir ça dans ses veines sans fondre de l'intérieur? Alors oui, petite précision avant d'aller plus loin, nous aussi on a de l'acide dans le corps. Dans l'estomac plus précisément, le HCl, l'acide chlorhydrique, a un pH d'environ 1 à 2, de quoi dissoudre pas mal de trucs, y compris certains métaux légers. Mais il est produit localement, dans les cellules pariétales de l'estomac. Et surtout, il est confiné dans un compartiment spécialisé, notre estomac donc, doublé de mucus protecteur. Et quand t'as des problèmes qui t'empêchent de renouveler ce mucus protecteur, par exemple si tu fais une chimio, bah c'est pas bien agréable pour toi. Et si tu fais circuler cet acide dans ton sang, c'est fini. Donc oui, notre corps sait gérer des substances très corrosives, mais avec une règle absolue. Ne jamais les faire circuler. Et pourtant, certains insectes se permettent des écarts un peu plus spectaculaires. Prenons les fourmis Myrmecia, aussi appelées les fourmis bulldog. Elles vivent en Australie, forcément, et elles sont connues pour leur agressivité et leur venin. Elles peuvent injecter de l'acide formique concentré, combiné à un cocktail enzymatique neurotoxique. C'est douloureux, ça pique sévèrement et ça sert à neutraliser les proies et à défendre la colonie. Mais encore une fois, ce n'est pas dans le sang. C'est stocké dans des glandes spécialisées et projeté à l'extérieur quand il le faut. Mais si tu veux du grand spectacle, regarde du côté de Camponotus sondersi, une fourmi qui pratique l'autodestruction. Elle se sent acculée, elle contracte violemment les muscles de son abdomen jusqu'à ce qu'il explose. Le résultat, c'est une giclée d'un liquide collant et acide qui est projeté sur l'ennemi. Ça colle, ça brûle et ça immobilise, elle meurt mais elle emporte l'adversaire avec elle. C'est une bombe biologique à retardement avec une mèche émotionnelle très courte. Et ce genre de système, on en retrouve d'autres. Le coléoptère bombardier par exemple, il mélange dans une chambre interne du peroxyde d'hydrogène et de l'hydroquinone, et le résultat c'est une explosion chimique à plus de 100 degrés dans l'abdomen, qui est projeté sur l'agresseur. Mais dans tous ces cas, encore et toujours, les substances elles sont isolées, contrôlées et cloisonnées. Aucun organisme ne les fait circuler dans son sang. Parce que le sang, c'est pas juste un joli liquide, c'est un système de transport ultra précis et ultra fragile qui alimente l'intégralité du corps. Si tu y balances de l'acide, tu flingues tout le système. Alors oui, peut-être que le xénomorphe est constitué d'un biopolymère alien anti-corrosion, peut-être que ses cellules elles sont faites en téflon, ou alors peut-être que Ridley Scott il voulait juste te dire « Oublie les flingues, tu peux pas le tuer, soit tu fuis, soit tu crèves ». Parce que donner à un monstre un fluide interne mortel, c'est le rendre intouchable, c'est transformer chaque blessure en danger, chaque défense en piège, et c'est empêcher les personnages, et toi, spectateur, de penser à une solution simple. Biologiquement, le sang acide c'est du grand n'importe quoi, mais scénaristiquement, c'est du génie. Et ensuite, on bascule dans le délire cosmique complet avec Prometheus et Covenant. Fini les huis clos dans un vaisseau crade, bonjour les temples aliens, des fresques ésotériques, et les humanoïdes bodybuildés qui balancent de l'ADN dans les rivières en mode « je crée la vie et après je me désintègre façon bain d'acide ». Bienvenue chez les ingénieurs, cette espèce extraterrestre supposément responsable de l'émergence de la vie sur Terre. Leur concept, c'est des créateurs, des dieux biologiques. Ils auraient semé leur ADN dans l'univers pour donner naissance à des formes de vie. Un genre de panspermie version blockbuster. Et la panspermie, c'est pas qu'un délire de scénariste. C'est une vraie hypothèse scientifique, selon laquelle la vie sur Terre, elle viendrait de l'espace. Pas au sens où un alien serait venu faire des trucs bizarres avec un singe, non. Plutôt des molécules organiques, des acides aminés, voire des micro-organismes transportés par des astéroïdes ou des comètes. C'est pas complètement fou. On a retrouvé des acides aminés sur certaines météorites, et des micro-organismes terrestres ont survécu plusieurs jours dans l'espace lors d'expériences orbitales. Donc l'idée que la vie ait pu commencer ailleurs, ou au moins être boostée par des ingrédients venus d'ailleurs, c'est dans le domaine du possible. Mais là où le film franchit un cap, c'est quand il nous balance que l'ADN des ingénieurs est identique à celui des humains. Genre à 100%. Pas à 99, pas à 98, non. Pareil, ce qui biologiquement est aussi probable qu'un dauphin qui se mettrait à parler allemand en sortant de l'eau. Parce que l'ADN c'est pas un code universel dans le sens où toutes les espèces pourraient se reproduire entre elles comme dans un jeu de Lego. Oui, toutes les formes de vie sur Terre utilisent le même alphabet, A, T, C, G, oui, le code génétique qui permet de lire ces lettres est globalement partagé, comme Nirenberg, Rowley et Corona l'ont découvert. Mais l'ordre des lettres, la structure des gènes, les introns, les promoteurs, les régulations épigénétiques, les architectures chromosomiques, tout ça est drastiquement différent d'une espèce à l'autre. Même entre un humain et un chimpanzé, avec qui on partage environ 98,8% de notre ADN, tu peux pas juste fusionner les deux et obtenir un alien sexy. Et c'est encore pire avec un poulpe, une fougère ou un xénomorphe. Alors dire que l'ADN d'un ingénieur est le même que celui d'un humain, c'est dire qu'on est littéralement la même espèce, qu'on peut se reproduire, qu'on a la même histoire évolutive, et du coup qu'on n'a pas été créé par eux, mais qu'on est eux, ce qui n'a plus aucun sens.
C'est comme si l'ADN n'était qu'une vague pâte grise interchangeable avec zéro contrainte, alors que dans la vraie vie, le moindre changement de séquence peut faire la différence entre un doigt, une nageoire ou un cancer. En résumé, le film joue avec l'ADN comme un enfant avec de la pâte à modeler. Ça brille, ça colle, ça fait des formes bizarres, mais biologiquement c'est du n'importe quoi. Et c'est dommage parce qu'il avait une vraie belle idée derrière tout ça, que la vie partout dans l'univers puisse partager une origine commune. Mais en simplifiant à l'extrême, le film passe à côté d'un concept fascinant pour en faire un simple twist narratif. Et puis tant qu'on parle de Prometheus, il faut qu'on parle du Black Goo. Tu sais, ce liquide noir, bien crado, qui transforme tout ce qu'il touche en abomination mutante. C'est censé être une sorte d'arme biologique ultime, inventée par les ingénieurs, ces grands chauves sous stéroïdes, qui ont visiblement redoublé éthique et biosécurité à l'école des dieux. Ce truc, c'est le Joker scénaristique absolu. Tu l'absorbes, tu mutes. Tu le touches, tu te liquéfies. Et quand t'es un ver de terre de passage, tu grandis en version hyper agressive avec une mâchoire en bonus. Un vrai buffet libre de mutations. Un agent infectieux qui peut infecter n'importe quoi, peu importe l'espèce, le type cellulaire, la chimie interne, le niveau d'évolution, le système immunitaire. Le Black Goo, lui, il s'en fout, il infecte un humain, un ingénieur, une plante, une limace et même la logique scénaristique, c'est une arme biologique universelle. Bon, on fera une vidéo plus tard pour parler spécifiquement des armes biologiques dans la vraie vie et ce qui existe réellement. Parce qu'il y a des trucs qui font vraiment flipper, donc pense à t'abonner pour voir ça. Mais cette idée, elle est biologiquement absurde. Dans le monde vivant, tout est ultra spécialisé. Un virus, c'est une clé et il lui faut une serrure. Il ne peut pas entrer dans toutes les cellules comme dans un moulin. Il a besoin d'un récepteur spécifique, d'un environnement favorable, d'une machinerie cellulaire compatible, et même les pathogènes qu'on appelle à large spectre, ils ont des limites. Mais là, le Black Goo, c'est limite s'il infecte pas aussi les cailloux. Cela dit, dans les labos, on s'amuse parfois à manipuler des molécules ou des radiations qui provoquent des mutations de manière complètement aléatoire. Ce sont les agents mutagènes. Rayons UV, agents chimiques comme l'éthylméthanosulfanate, EMS, ou encore certains virus modifiés, on les utilise pour faire muter des cellules dans l'espoir de découvrir de nouveaux traits ou de comprendre le rôle d'un gène. Mais bon, si tu balances ça sur un organisme, tu ne crées pas un super prédateur extraterrestre, tu crées surtout des cellules mortes, et éventuellement tu augmentes tes chances de choper un cancer. Et en ajoutant le Black Goo, le scénario il introduit un outil narratif, sans règles biologiques, capable d'infecter tout et n'importe quoi de manière aléatoire, sans logique évolutive ni contrainte physique, et c'est dommage parce que plus le pathogène est incohérent, moins on le craint. L'horreur, elle fonctionne mieux quand elle a des règles, quand on peut la comprendre, la contourner, la craindre rationnellement. Là, on est face à un truc qui fait tout n'importe quand sur n'importe qui, et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et puis il y a David, l'androïde mélomane, poète et accessoirement biologiste amateur à ses heures perdues. Dans Alien Covenant, David y prend le relais des ingénieurs pour créer sa propre forme de vie, en jouant avec le Black Goo, l'ADN et un peu trop d'ego. Il se rêve créateur au sens divin, et ce qui en sort, c'est un alien. Et ça fait pas si science-fiction que ça en fait. C'est ciseaux moléculaires qui permettent de modifier l'ADN presque aussi facilement qu'un document Word. Et comme je le racontais dans ma vidéo sur CRISPR, en parlant des bébés résistants au VIH, il y a déjà des chercheurs qui ont voulu jouer aux apprentis sorciers avec des embryons humains. Modifier le génome d'un futur bébé, c'est plus un fantasme, c'est un fait. Alors imagine une IA, comme David, capable d'accéder à toutes les données biologiques du monde, de les analyser et de designer un organisme sur mesure. On n'y est pas encore, mais on commence à en parler sérieusement. Et si demain, créer la vie ne demande plus des millions d'années d'évolution, mais juste un algorithme bien entraîné, à partir de quand on arrête de corriger et quand on commence à designer. David, c'est peut-être pas un monstre, mais ce qu'il fabrique en oubliant l'éthique, le doute et la peur du vivant, là oui, c'est un film d'horreur, et si l'horreur dans Alien, elle nous touche autant, c'est pas juste à cause du scénario ou de la science-fiction, c'est à cause de comment c'est filmé. Parce que la saga d'Alien, c'est aussi un cinéma de la matière vivante. Des murs qui suintent, des œufs qui respirent, des vaisseaux qui ont des formes d'utérus métalliques et de tubes digestifs en alien brossé. Dans Alien, la biologie c'est pas qu'un thème, c'est une esthétique, une ambiance, un malaise sensoriel. Et ça, on doit en grande partie à H.R. Giger, le créateur du design original du xénomorphe. C'est un artiste fasciné par la fusion du mécanique et de l'organique, du sexuel et du mortel. Le résultat, c'est des créatures qui ont des côtes à l'extérieur, des crânes allongés sans yeux, des corps qui évoquent à la fois des insectes, des embryons et des machines. Tout est viscéral, tout est ambigu, on ne sait jamais si on regarde un organisme ou une machine, une prothèse ou un organe, une arme ou un fœtus. C'est ce qu'on appelle le body horror. Ce type d'horreur qui passe par la chair, la transformation, la mutation, et ça c'est profondément biologique. Parce que notre corps, on l'aime bien quand il obéit, quand il reste normal. Mais dès qu'il change sans prévenir, dès qu'il gonfle, suinte, s'ouvre ou pousse des trucs bizarres, c'est là que la peur commence. Parce que ça devient étranger, parce que ça devient vivant autrement. Et le xénomorphe, c'est l'incarnation de ça. Un cauchemar de biologie détraquée, un parasite sexuel, une arme vivante, un symbole d'accouchement inversé. Un fantasme de laboratoire poussé à son extrême. Une expérience qui échappe à son créateur. Alors au final, est-ce que la biologie d'Alien est plausible? Non, clairement pas. Mais est-ce que ça touche à quelque chose de vrai? Oui, 1000 fois oui. Parce qu'on y retrouve toutes nos angoisses modernes. Le virus, la mutation, la génétique, la reproduction, le corps qui trahit, l'IA qui nous dépasse. Alien, c'est pas un film sur l'espace, c'est un film sur le vivant quand on ne le comprend plus. Et ça, c'est ce qui le rend si terrifiant. Si vous avez aimé plonger dans les entrailles de la saga Alien, laissez un petit like bien gluant, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire quel autre monstre de cinéma vous voulez qu'on dissèque ensemble. Restez à l'écart des œufs bizarres dans les cavernes, et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques et cinématographiques.